au Mexique. Une immense pyramide s'élève au milieu de la forêt. C'est l'œuvre d'une civilisation innovante disparue il y a 2500 ans. Le site était la capitale des Olmecs, un peuple antique encore mal connu. Les gens vivaient dispersés dans la forêt. Et puis les Olmecs sont arrivés et ils ont bâti des cités totalement innovantes par rapport à ce qui existait à l'époque. Mais qui étaient les Olmecs? Pourquoi ont-ils sculpté ces étranges statues? Comment ont-ils fondé les premières villes d'Amérique centrale? Les objets remarquables trouvés ici révèlent un peuple hors du commun. Les Olmecs ont-ils été des précurseurs en Amérique centrale? Ont-ils inventé l'écriture et les croyances dans l'au-delà? On n'avait jamais retrouvé ce genre d'objet sur un site précolombien. Les grandes civilisations qui leur ont succédé auraient-elles existé sans les découvertes des Olmecs? C'est l'étincelle qui a transformé la Mésoamérique. C'est une révolution initiée par les Olmecs. Pour dévoiler la vérité sur ce peuple mystérieux, nous allons fouiller sous la forêt, exhumer des trésors cachés et déconstruire virtuellement les édifices de l'époque pour comprendre pourquoi la civilisation de la Mésoamérique est née avec les Olmecs. Au bord du golfe du Mexique se trouve la Venta, l'une des cités antiques les plus mystérieuses des Amériques. Aujourd'hui, le site est recouvert par la végétation. Mais à son apogée entre 800 et 400 avant notre ère, c'était une métropole prospère, presque entièrement bâtie en terre crue. Plusieurs siècles avant les cités mayas et aztèques, les Olmecs ont créé la première civilisation d'Amérique centrale. Le paysage était autrefois parsemé de monticules en terre, appelés tumulus. Des colonnes en basalte délimitaient le centre cérémoniel. Une pyramide de 30 mètres dominait la ville. Les milliers de maisons couvertes de chaume s'étendaient sur 80 hectares. Mais qui étaient les Olmecs ? Et pourquoi ont-ils été les premiers à bâtir une vraie cité dans la région? Carl Wendt a décidé de mener l'enquête. Comment ont-ils réussi à transformer ces basses terres tropicales chaudes et humides pour fonder l'une des plus incroyables civilisations de l'époque? Les recherches sont confrontées à un obstacle. Depuis plus de 2 millénaires, les secrets de la Venta sont enterrés sous des dépôts de terre et une épaisse végétation. Pourtant, il existe des indices fascinants qui pourraient nous en dire plus sur les Olmecs. Au centre de la cité, les archéologues ont découvert une tête colossale. Elle est taillée dans un seul bloc de pierre. À côté, il y en avait 2 autres. Chaque tête mesure plus de 2 mètres et pèse environ 18 tonnes. Qui représente-t-elle? S'agit-il de divinités ou des fondateurs de cette civilisation? Quand on s'approche de ces sculptures, on est frappé par leur taille. On peut les regarder dans les yeux et se sentir face à un individu. C'était une personne. Pour Carl Wendt, la nature de la pierre est la piste la plus intéressante. Les têtes sont en basalte, une roche qui n'est pas présente à la Venta. Pourquoi ont-ils choisi cette pierre? On n'en trouve pas dans les environs.
Ils en ont donc fait venir exprès. Ça montre que c'était un monument important. L'origine de cette roche est très instructive. Pour remonter jusqu'à la carrière où les Olmecs ont trouvé ce basalte, Carl se rend dans la Sierra de los Tuxtlas, à 100 km au nord. En voiture, le trajet est court. Mais à l'époque, c'était un voyage de 3 jours dans la montagne. Wow, quelle chaleur! La région est jonchée de gros blocs de basalte. Carl inspecte le site à la recherche de traces archéologiques. À l'époque des Olmecs, cet endroit était une carrière. On voit des rochers tout autour de nous. Les Olmecs venaient choisir ceux qui étaient les mieux adaptés pour la fabrication de monuments. Ils trouvent des marques sur un bloc de basalte. Ce rocher est énorme. On voit des traces en surface. On devine une forme. Je ne sais pas ce qu'ils comptaient fabriquer, mais clairement, on a un monument en plein processus de fabrication. S'ils l'avaient achevé et transporté jusqu'à la Venta, ça aurait pu être le plus grand du site. L'archéologue poursuit son chemin plus loin dans la forêt. Regardez ça. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. C'est unique. C'est l'ébauche d'une tête Olmec gigantesque. Ils avaient encore la coiffe à sculpter, et puis le visage avec le nez. Et enfin, la bouche. Ce bloc fait exactement la même taille que les têtes colossales de la Venta. Des copies conformes. Avec quelques semaines de travail supplémentaires, ce bloc aurait pu finir à la Venta. La formation géologique de ces blocs de pierre pourrait être une piste intéressante pour comprendre l'identité des personnages. En effet, le basalte est le fruit d'éruptions volcaniques. Pour les Olmecs, ces événements naturels devaient être vus comme des œuvres divines. Les montagnes et surtout les volcans étaient très importants dans la religion Olmec. Ces rochers avaient été crachés par des volcans et dispersés dans toute la région. Donc la roche avait une signification symbolique religieuse pour eux. Ceux dont le visage est taillé sur ces monuments se plaçaient sur le même plan que les divinités. Cet honneur était peut-être réservé à l'élite de la cité. Il s'agit presque certainement des visages des prêtres rois qui dirigeaient la cité de la Venta. Ces visages pourraient donc représenter une famille régnante. Ils sont tous différents, mais on retrouve des points communs. Les bijoux d'oreilles, la coiffe en forme de casque. Ces ressemblances esthétiques laissent penser que ces individus appartenaient peut-être à la même famille. Ça pourrait être une succession de souverains de la première dynastie. La taille et le transport de ces blocs gigantesques ont demandé une grande organisation. Il était impossible de les traîner avec des cordes sur 100 km dans la forêt. Les Olmecs ont dû trouver une autre solution, sans doute en utilisant les ressources de leur environnement. Du bitume brut remonte du sous-sol. Aujourd'hui, le Mexique a installé des forages. C'est une matière première essentielle dans le domaine de l'énergie. Pour les Olmecs, il jouait un rôle clé dans le transport des monuments jusqu'au site de la Venta. C'est une matière collante, mais quand elle est travaillée, elle se solidifie et devient une ressource économique importante. Carl Wendt examine des morceaux de bitume de l'époque, retrouvés au bord de cours d'eau qui menaient à la Venta. Pour lui, ils sont la preuve que les Olmecs ont fait flotter les têtes colossales jusqu'à leur cité.
Ça pourrait être le chaînon manquant pour comprendre comment les Olmecs ont déplacé ces têtes. Ce qui est formidable, c'est qu'on voit encore les petites marques de stries laissées quand le bitume a été fixé à un morceau de bois. Ce bitume serait tout ce qu'il reste d'un immense radeau. Ils ont utilisé ce matériau pour combler les interstices entre les troncs. Le bitume a rendu les radeaux étanches, ce qui a permis de poser les têtes colossales dessus et de les transporter par voie fluviale jusqu'au site de la Venta. Au début du premier millénaire avant notre ère, les Olmecs ont dû parcourir par voie fluviale les 100 km qui séparaient la carrière de la cité de la Venta. Selon les archéologues, les Olmecs ont construit des plateformes avec des troncs d'arbres et des lianes. De nombreux ouvriers ont ensuite chargé les blocs sur des rouleaux et les ont tirés jusqu'à la rivière, où ils les ont placés sur des radeaux étanchéifiés avec du bitume. Ensuite, ils ont suivi la rive sinueuse jusqu'à la Venta. Il a fallu mobiliser de nombreuses ressources pour la fabrication et le transport des têtes colossales. Seuls des personnages de premier plan comme les prêtres rois pouvaient avoir droit à un tel honneur. Pourtant, on a la preuve que ces souverains n'ont pas toujours été populaires. L'une des têtes a été vandalisée à l'époque. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'endroit où ces entailles ont été laissées. Elles sont sur l'avant du visage, donc on sait que la statue a été intentionnellement défigurée. Pour une raison qu'on ignore, on a voulu effacer l'image de cet individu. Peut-être parce que cette personne puissante avait connu la déchéance, parce que c'était la fin de son règne, ou parce qu'elle est morte, on ne sait pas. Elle devait devenir invisible. Quelle que soit la raison de cette destruction, ces têtes colossales sont l'un des rares vestiges de ceux qui ont gouverné la cité pendant plus de 400 ans. Plusieurs siècles avant les civilisations mayas et aztèques, les habitants de la Venta ont exploité les ressources de leur environnement pour immortaliser leur dynastie régnante dans une roche sacrée. La plus grande structure laissée par les Olmecs est aussi la plus mystérieuse. Il s'agit d'une pyramide de 30 mètres, essentiellement construite en terre battue et en argile. En son temps, c'était le plus grand monument d'Amérique centrale. Pourquoi a-t-elle été édifiée? La pyramide de la Venta est auréolée de mystère, mais si on sait où regarder, on peut mieux comprendre son rôle. Rebecca González-Locke et son équipe ont mis au jour d'immenses blocs de roches calcaires. Ils forment une étrange ceinture autour de la pyramide. Nos fouilles ont révélé plusieurs centaines de dalles en calcaire insérées dans la surface en argile. On peut imaginer le poids qui repose sur elles. Pour l'archéologue, en reconstituant le profil d'origine de la pyramide, on aura une vision plus nette de sa fonction. Pour cela, son équipe dégage la végétation qui la recouvre. Encore un peu plus haut. Nous sommes sur une corniche que nous sommes en train de dégager pour mieux distinguer les tranchées et les crêtes. Comme vous le voyez, il y en a une qui descend ici et qui part à droite et à gauche. C'est ce qu'on appelle des sillons. Un drone est envoyé pour avoir une meilleure vue du site. On voit très clairement les sillons. Il s'agit bien d'éléments architecturaux. Ça va de haut en bas, en ligne droite. Toutes les mesures sont prises pour évaluer l'ampleur du monument. Les archéologues combinent les relevés du drone avec des données topographiques existantes pour créer une carte en relief de la pyramide. Il y a une série de crêtes et de sillons tout autour. Ici, on a sans doute les coins. Les sillons sont probablement des escaliers.
le résultat révèle la complexité de l'architecture originelle. Sous le sol et la végétation se cachent les véritables contours de la pyramide. Les corniches, les sillons et les dalles en calcaire faisaient partie d'une structure élaborée. Elle avait une forme géométrique avec 4 immenses escaliers. Sur une plateforme en terre battue, il y avait une rangée de pierres cérémonielles. C'était une immense structure de 180 000 tonnes. Mais quelle était la fonction de cette pyramide? Quand les élites avaient besoin de s'adresser au peuple, elles devaient gravir ces escaliers pour lui parler depuis le sommet de la pyramide. On peut imaginer la foule rassemblée sur la place. Pour les gens qui venaient d'ailleurs, ça devait être un spectacle à couper le souffle. Il donnait une image de pouvoir, de suprématie et de puissance. Pourtant, cet édifice destiné à incarner le pouvoir avait un défaut. Il était en terre battue et en argile. Comment ces ingénieurs ont-ils fait pour que le tumulus ne s'écroule pas sous son propre poids? On peut trouver un élément de réponse dans les laboratoires des archéologues. Des échantillons de terre ont été prélevés au cœur de la pyramide. Les Olmecs ont préparé un mélange de matériaux très ingénieux. L'élément principal est l'argile, auquel ils ont ajouté du sable, qui avait une fonction comparable à la trempe. Il évite les fissures. Le tout est à la fois souple et très résistant. L'argile est un matériau dense et très dur, mais qui se brise facilement. Quand elle sèche, les particules d'eau qu'elle contient s'évaporent. L'argile se rétracte et se fendille. En y ajoutant du sable, on a un matériau plus stable. En séchant, il rétrécit moins et ne se craquelle pas. Grâce à ce mélange, les Olmecs ont bâti un monument très solide. La première pyramide des Amériques était au centre de la cité Olmec. Pour Rebecca González Locke, sa position est aussi importante que son architecture. Pour le prouver, elle a cartographié la totalité du site, y compris ce qui est caché par la forêt. Nous sommes sur la pyramide principale et directement au sud, vous avez une avenue qui traverse le site. Ce pourrait être la première rue principale du continent américain. Avant la Venta, les autres sites de peuplement avaient évolué de manière anarchique et aléatoire. Ici, pour la première fois, on voit un plan urbain organisé, planifié, bien rectiligne et très structuré. Les Olmecs pourraient avoir inventé un instrument révolutionnaire pour mieux planifier leur ville. Cette pierre est une hématite, un minéral naturellement magnétisé sous terre. On en a trouvé beaucoup sur des sites Olmecs près de la Venta. Rebecca pose une hématite sur de l'eau pour démontrer l'action des forces magnétiques terrestres. Quand on la laisse bouger toute seule, elle s'oriente vers le nord, exactement l'emplacement de la pyramide, là-bas. L'hématite fonctionne comme l'aiguille d'une boussole. Elle a très bien pu servir à concevoir les plans de la ville. Un instrument de ce type a pu être utilisé par les Olmecs pour orienter toute la cité sur un axe nord-sud avec des avenues menant à la pyramide principale qui est très précisément au nord. S'ils ont vraiment utilisé cette pierre magnétique, les Olmecs auraient conçu la boussole plusieurs siècles avant son invention, habituellement attribuée aux Chinois.
La Venta abritait plusieurs dizaines de milliers d'habitants et elle a été la première ville planifiée de la région. La pyramide n'est pas le seul mystère laissé par les Olmèques. Ils ont aussi créé une étrange structure en pierre dans une fosse avant de la recouvrir de terre. Quelle était la fonction de cette œuvre? La réponse à cette question pourrait-elle nous apprendre pourquoi les Olmèques ont bâti une telle cité? L'archéologue Carl Wendt poursuit l'enquête. Pendant des millénaires, les gens ont vécu dispersés dans la forêt. Ensuite, les Olmèques sont arrivés et ont tout changé. Ils ont bâti des villes en terre battue totalement innovantes par rapport à ce qui existait sur la planète à l'époque. Une découverte faite dans le sous-sol de la Venta pourrait expliquer le choix du site. Quand les archéologues ont découvert ça, ça ne ressemblait à rien de ce qu'on avait exhumé nulle part dans le monde. Sous 4 mètres de terre, il y avait une étrange plateforme, composée de 28 épaisseurs de dalles en serpentine. Au-dessus de cet empilement de roches semi-précieuses, une mosaïque composée de 485 plaques polies formait un motif mystérieux. Une deuxième mosaïque identique se trouvait de l'autre côté de la place. Une fois achevées, elles ont tout de suite été ensevelies. Pourquoi les Olmèques ont-ils enterré ces œuvres d'art extraordinaires? Y a-t-il un lien avec l'essor de la Venta? Au début, les archéologues ont pensé que le motif était un masque. Mais plus on l'étudie, plus on a des doutes. Vu sous un autre angle, ça pourrait représenter plusieurs couches de sol avec des éléments organiques en haut. Peut-être des plantes qui poussent en surface avec leurs racines en dessous. C'est très intriguant. On se demande pourquoi ils ont fait venir des milliers de tonnes de roches de plusieurs centaines de kilomètres pour les enterrer et pour que personne ne les voie. En décodant le motif des mosaïques, on pourrait sans doute avoir des réponses. Les plus grands spécialistes se sont penchés sur la question. Ils se demandent si un autre site olmèque, à 11 km en amont, pourrait fournir une piste. En inspectant les rives du fleuve, on découvre des traces de ceux qui vivaient ici, il y a 3000 ans. Regardez, on a la preuve qu'il y a eu une occupation très dense du site. Il y a des tonnes de fragments. Une trouvaille intéresse particulièrement Carl Wendt. C'est un ustensile de cuisine olmèque, peut-être lié au motif de la mosaïque. C'est une meule de l'époque. Sa forme nous montre comment on broyait des graines sur sa surface. La plante dont les graines étaient moulues avec ce type de pierre est bien connue en Amérique centrale. Voici le maïs que les habitants mangent encore aujourd'hui. On en cultivait déjà à l'époque des Olmèques il y a plusieurs milliers d'années. On a retrouvé des restes de grains de maïs lors de nos fouilles dans la couche qui correspond à la période Olmèque. Carl Wendt pense que le maïs est devenu la plus importante ressource alimentaire des Olmèques, au point qu'il l'aurait célébré sur les mosaïques. Les formes en haut du motif pourraient être des plants de maïs. Cet épi, avec ses longues feuilles, ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur la mosaïque de la Venta. Ce symbolisme suggère que les œuvres étaient des offrandes aux dieux de la fertilité, ce qui explique aussi pourquoi elles ont été enterrées. Étant donné l'importance de la nature pour les Olmèques, nous commençons à comprendre pourquoi ils ont enterré la mosaïque. On peut l'interpréter comme un signe de gratitude ou de vénération envers le dieu de la terre. L'utilisation de l'hématite, qui est une roche précieuse, suggère que ce n'était pas une offrande religieuse ordinaire. Les Olmèques savaient donc que leur réussite dépendait de leur environnement.
la nature locale était généreuse. Elle leur fournissait des végétaux et des poissons pour nourrir des milliers d'habitants. Ces pêcheurs viennent de faire une belle prise dans le fleuve, comme le faisaient les Olmecs il y a des millénaires. Ils utilisaient des canoës et de grands filets. La pêche était abondante. Il y avait beaucoup de poissons dans la région. Les Olmecs ont développé les cultures agricoles et la pêche à grande échelle, ce qui a alimenté la croissance de la Venta. Les Olmecs ont fait de cette région la base économique de leur civilisation. Ils ont pêché des poissons et fait pousser des semences. Grâce à tout cela, ils ont fondé la première civilisation de Mésoamérique. La Venta était un jardin d'Éden où les Olmecs pouvaient produire assez de nourriture pour nourrir toute une ville. La cité avait tout. Un sol fertile pour les cultures, un fleuve très poissonneux et des forêts riches en matériaux de construction. Comme les ressources étaient abondantes, la production alimentaire nécessitait peu de main-d'œuvre. Pour la première fois, les habitants ont pu se consacrer à d'autres métiers, l'artisanat, la construction ou le commerce. Ces nouveaux savoir-faire ont permis aux Olmecs de bâtir une métropole prospère. La Venta est devenue le berceau de la civilisation au Mexique. Comme ils vivaient dans un jardin d'Éden, les habitants vénéraient forcément la terre. Ils ont réussi à exploiter leur environnement mieux que personne avant eux. Cette offrande révèle pourquoi les Olmecs ont choisi le site de la Venta, qui a révolutionné l'histoire de l'Amérique centrale. Ils pourraient être aussi les auteurs d'autres innovations majeures. Cet objet en bois est-il la preuve qu'ils ont été les premiers en Mésoamérique à croire en la vie après la mort? Quelle était leur vision de l'au-delà? Au XVIIIe siècle, les Amérindiens érigeaient des totems pour honorer l'esprit des morts. Les fouilles à la Venta peuvent-elles montrer que les Olmecs ont inventé le concept de la vie après la mort sur le continent américain 2500 ans plus tôt? Dans le sous-sol de la Venta, les archéologues ont exhumé une sépulture en pierre. Il y avait 30 piliers en basalte pour les murs et 9 autres pour le toit. À l'intérieur, on n'a retrouvé aucun squelette, seulement des bijoux et des sculptures. L'un des objets sortait du lot, une figurine en jade portant un miroir en pierre polie. Dans les tombes voisines, les archéologues ont exhumé 7 autres pierres à la surface réfléchissante. Pourquoi des miroirs ont-ils été enterrés? Et que représentaient-ils pour les Olmecs? Les réponses pourraient se trouver dans les découvertes faites sur un autre site funéraire Olmec. À El Manati, à 112 km au sud-ouest de la Venta, des experts ont exhumé des têtes en bois et les ossements d'un jeune enfant. Les fouilles sont dirigées par Ponciano Ortiz. Les objets que vous voyez sur la table sont des sculptures en bois qui sont sans précédent en Mésoamérique. Quelque chose s'est passé pour que le bois soit préservé pendant si longtemps. Ponciano Ortiz pense que l'état de conservation de ces objets est la clé pour comprendre le mystère des miroirs. Ces objets précieux n'ont pas été enterrés. À l'origine, ils ont été placés dans un lac. Les offrandes à El Manati ont été trouvées dans un miroir d'eau, comme le lac qu'on voit ici. Dans l'eau, les éléments organiques se sont conservés pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui. La Venta est bâtie en hauteur. Cela signifie que la terre qui recouvrait les ossements dans le tombeau contenait des poches d'air.
Comme ils étaient exposés à l'oxygène, ils se sont décomposés au fil du temps. À El Manati, la situation est différente. Le sous-sol est gorgé d'eau à cause de la présence d'une source naturelle. Donc, les corps et les objets enterrés par les Olmecs se sont enfoncés dans la boue, où ils ont été coupés de tout apport d'oxygène. Ainsi, les matériaux organiques ne se sont pas décomposés et ils ont été préservés. Mais pourquoi les Olmecs ont-ils mis des corps dans un plan d'eau? Il semblerait que pour eux, il y avait un autre monde sous la surface réfléchissante, auquel on ne pouvait accéder qu'après la mort. Ponciano Ortiz pense que l'étang d'El Manati symbolise le passage dans un autre monde, comme les pierres polies trouvées dans les tombes à la Venta. Le reflet sur l'eau, comme nous le voyons ici, représente la même image symbolique que celle des miroirs de la Venta. C'est ce qui donnait accès à l'au-delà. Si les Olmecs croyaient qu'il était possible de passer du monde des vivants à un autre, ils ont été les premiers, en Mésoamérique, à développer le concept d'une vie après la mort. À la Venta, les traces archéologiques prouvent que les morts n'étaient pas les seuls à faire ce voyage. Une sculpture monumentale représentant un roi Olmec offre des ressemblances frappantes avec la figurine trouvée dans le tombeau. Comme vous le voyez, il a un renfoncement au niveau de la poitrine. À l'origine, il devait y avoir un miroir comme celui qu'on a sur la statuette à côté du corps, dans le tombeau. Selon Ponciano Ortiz, le miroir était un emblème. Il prouvait que le roi avait la capacité de passer du monde des vivants à celui des morts. Le miroir est le chemin vers l'au-delà. Il incarne le pouvoir du souverain en tant que prêtre et roi. Les Olmecs ont conçu un système de croyances pour expliquer le monde qui les entourait. Ce peuple a fondé les premières villes du continent américain, mais aussi une religion organisée. L'autorité religieuse revenait aux prêtres rois. Les Olmecs vénéraient les dieux de la terre et croyaient en l'au-delà. Longtemps, les archéologues ont pensé que les Olmecs n'avaient pas développé d'écriture. Et puis, un objet mystérieux a bouleversé leur certitude. Ce cylindre en argile serait-il la preuve que les Olmecs ont été le premier peuple amérindien à utiliser une écriture? L'une des premières traces écrites connues d'Amérique centrale a longtemps été une immense pierre, sculptée 3 siècles après la disparition des Olmecs. En 1939, sur le site de Tres Zapotes, à plus de 160 km de la Venta, des archéologues ont exhumé la partie inférieure d'une stèle de 3 tonnes, ornée d'un étrange motif. Elle a été baptisée Stèle C, et on a retrouvé l'autre moitié 30 ans plus tard. En la reconstituant, on a vu qu'elle représentait un masque très sophistiqué. Il y avait aussi une inscription au dos de la stèle, un ensemble de symboles, de traits et de points. On a alors pensé que c'était la première trace d'écriture sur le continent américain. Mais une nouvelle découverte pourrait montrer que tout a commencé à la Venta, plusieurs siècles auparavant. En explorant les faubourgs de la cité Olmec, les archéologues ont trouvé un étrange objet antérieur de 600 ans à la stèle C. Pour l'archéologue José Luis Romero, ce petit objet pourrait bouleverser les certitudes des spécialistes. C'est un objet exceptionnel qui nous en dit long sur la culture Olmec. Dès qu'il l'a vu, il a eu la conviction que c'était un sceau cylindre,
un outil pour imprimer une écriture. Je suis étonné par la beauté de cet objet et sa fonction. C'est un sceau. Il est fait pour imprimer un motif de nombreuses fois sur différents supports. Le tissu, le papier et même la peau humaine. Le motif gravé sur le sceau est-il une simple ornementation ou a-t-il un sens? S'il s'agit d'inscriptions, ce serait le plus ancien message écrit retrouvé en Amérique du Nord. Il était donc essentiel de le décoder. Mais le sceau était trop fragile pour être utilisé. En le recouvrant d'encre, on l'aurait endommagé. Christopher von Nage et son équipe de l'Université de Floride ont utilisé une imprimante 3D pour en faire une réplique. Après avoir trempé le sceau dans l'encre, Christopher le fait rouler sur son bras, comme les Olmecs autrefois. On voit apparaître un dessin et même des inscriptions. Deux phylactères sortent du bec de l'oiseau. C'est la version mésoaméricaine des bulles de nos bandes dessinées modernes. Et au bout, il y a deux groupes de symboles. L'oiseau parle, et nous pensons que ces signes sont un langage écrit, c'est-à-dire une écriture. Si c'est bien un message écrit, que dit-il? Christopher pense que c'est une porte d'entrée exceptionnelle dans la vie de l'Aventa il y a 2500 ans. Il compare les caractères avec l'écriture la plus proche que nous connaissons, celle des Mayas. Ce qui est intéressant, c'est la ressemblance entre le cylindre, avec cet élément en forme de U qui fait penser à une bouche, et le symbole maya où on voit une forme très proche. Un petit visage avec un U à la place de la bouche et des points pour les yeux. Le centre du symbole olmec est une version antérieure du mot maya pour signifier roi ou seigneur. Le message offre donc un aperçu du pouvoir royal à l'Aventa. Lors d'une cérémonie, une personne pouvait se faire inscrire le nom du roi de l'Aventa à l'encre sur le bras. Donc le sceau cylindre devait sans doute garder la trace d'un événement lié à son règne. Une accession au trône, une naissance ou une victoire sur le champ de bataille. Le sceau est aussi la preuve que les Olmecs ont mis au point le premier calendrier d'Amérique du Nord. Ces points signifient le chiffre 3 en maya. Le même type de point apparaît sur la stèle de 13 Zapotes, gravée 3 siècles plus tard. Comme pour les rois mayas, le nom des souverains Olmecs était lié à leur date de naissance. En combinant un chiffre avec le nom d'un jour, les Olmecs ont été la première civilisation américaine à noter le temps qui passe. Ce n'est pas seulement l'une des premières traces d'écriture en Mésoamérique. C'est aussi le premier exemple d'une date dans cette région. Ce qui a commencé comme de simples points, à l'Aventa comme sur le sceau cylindre, a évolué en un système pour noter des repères temporels. En s'inspirant des Olmecs, les créateurs de la stèle C ont gravé une date qui correspond dans notre calendrier au 3 septembre 32 avant notre ère. Les Mayas ont perfectionné ce système pour en faire des calendriers avec les fêtes religieuses, les années solaires et leur histoire. Ils ont divisé le temps en plusieurs ères. La dernière se terminait le 21 décembre 2012, une date que beaucoup ont interprétée comme la fin du monde annoncée. Pour Christopher von Nage, le sceau cylindre est la preuve que sur le continent américain, l'écriture est née à l'Aventa. C'est de l'histoire, c'est-à-dire une trace écrite du passé. L'histoire, c'est la vie des rois inscrite sur des monuments. Sans les Olmecs, les mystères de la Mésoamérique auraient disparu à jamais.
L'écriture a fait passer les Olmecs d'une civilisation où tout se transmettait oralement à une civilisation où le nom des rois pouvait être écrit, puis lu et relu plus tard. C'est l'étincelle qui a transformé la Mésoamérique, une révolution initiée par les Olmecs. Pourtant, 600 ans après la fondation de la première ville planifiée d'Amérique, la Venta a été abandonnée. À partir de 400 avant notre ère, on ne retrouve plus aucune trace d'occupation. Comment expliquer cette fin brutale? Et la cité a-t-elle laissé un héritage culturel en Amérique centrale? Rebecca González-Locke tente de résoudre cette énigme. Un fleuve des environs pourrait être un indice essentiel. Le tracé des cours d'eau évolue au fil du temps et en quelques millénaires, le paysage peut remarquablement changer. Sur cette carte, on voit à quel point le fleuve s'est déplacé vers l'ouest. L'agriculture intensive des Olmecs aurait déversé des sédiments dans le fleuve. Il aurait alors dévié loin de la Venta. Cela a eu des conséquences dramatiques pour la cité. Au nord, la rivière s'est envasée et a cessé d'être une voie navigable et une zone de pêche. Les habitants de la Venta ont abandonné les maisons situées au bord de la rivière. Les paysans ont quitté leurs champs et la production alimentaire a chuté. Menacés de famine, les citoyens ont préféré s'exiler. La civilisation Olmec s'est éteinte. Mais a-t-elle pour autant totalement disparu? Des éléments clés de la culture Olmec ont pu lui survivre encore plusieurs siècles. Teotihuacan, dans le centre du Mexique, a été la plus puissante cité de Mésoamérique. Elle a été fondée vers 200 avant notre ère et s'est effondrée autour de l'an 600. Aurait-elle existé sans les Olmecs? Rebecca González-Locke arpente le site de Teotihuacan à la recherche de références à la Venta, fondée environ 6 siècles plus tôt. La cité de Teotihuacan est beaucoup plus grande que la Venta, mais elle suit un plan urbain similaire sur le plan architectural. Elle est organisée autour d'un axe principal nord-sud, avec une symétrie bilatérale des bâtiments de chaque côté de l'avenue. Et tout au bout, comme à la Venta, on a la pyramide principale au nord. La conception de cette pyramide semble être inspirée du monument Olmec en briques crues. Cette cité antique a l'une des plus grandes pyramides du monde. Et étonnamment, elle a des caractéristiques définies un millénaire plus tôt à la Venta, avec les plateformes et l'escalier central. À Teotihuacan, les ingénieurs ont utilisé la pierre, mais ils ont repris le même principe architectural. Sur la pyramide de Teotihuacan, on a le même type de coins, de sillons et de crêtes qu'à la Venta. Les deux monuments se ressemblent beaucoup. C'est incroyable de se dire que tout a commencé à la Venta un millénaire plus tôt. C'était une cité tellement impressionnante pour son époque que le concept de pyramide au centre de la ville a traversé le temps. Les innovations des Olmecs ont posé les fondations de cette métropole. Même les rituels religieux de Teotihuacan devaient beaucoup aux cérémonies de la Venta. Ces pyramides étaient sans doute utilisées de la même manière que celles de la Venta. Le prêtre ou l'élite montait au sommet pour s'adresser à la population réunie sur la place. On peut imaginer cette place avec des milliers de personnes.
Les souverains devaient être très puissants pour attirer une telle foule. L'influence des Olmecs est très profonde. Partout, Rebecca González-Locke voit des échos d'une cité à l'autre, avec par exemple des représentations de miroirs magiques pour communiquer avec les morts. Sur la partie supérieure, on voit une rangée de coiffes avec un pendentif circulaire au milieu. On pense que c'est un miroir comme ceux utilisés par les Olmecs des siècles plus tôt. Il y a aussi des images de maïs, qui rappellent celles de la mosaïque retrouvée enterrée. On voit une scène très belle qui ressemble à un jardin d'Éden. C'est la description d'un fleuve avec du maïs qui pousse sur ses rives. De nombreuses offrandes de l'Aventa sont sur le même thème. Tous ces indices prouvent le rôle majeur joué par les Olmecs en Mésoamérique. À l'Aventa, les Olmecs ont créé une architecture monumentale, des œuvres d'art spectaculaires et la première ville planifiée. La cité représente une transformation du mode de vie dans la région. L'héritage des Olmecs a inspiré des millions de personnes par la suite. Les Olmecs de l'Aventa ont été des pionniers. Ils ont bâti les premières vraies villes du continent américain. Leurs idées constituent les fondements de civilisations comme celle des Mayas et des Aztèques. Les Olmecs de l'Aventa ont joué un rôle essentiel dans l'histoire des rois, en les plaçant au centre des rituels. C'était révolutionnaire, totalement différent de ce qui existait auparavant. Les Olmecs devraient passer à la postérité pour leur sophistication. Ils ont déplacé des centaines de tonnes de pierres dans la forêt tropicale. Ils ont bâti des cités en terre battue. Ils ont développé une religion complexe et un système d'écriture. Plus nous en apprenons sur eux, mieux nous comprenons les bases des sociétés mésoaméricaines. L'Aventa était une métropole de terre battue et d'argile, peuplée de dizaines de milliers d'habitants, dirigée par la première dynastie royale d'Amérique. Ces rois prêtres portaient la parole d'une religion révolutionnaire. Les Olmecs ont bâti les premières pyramides du centre du continent. Ils ont fondé la civilisation mère de la Mésoamérique.